អង្គុយចុះ. Le président. Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Madame Sakoljuti, je vous prie de faire rapport à la Chambre sur la présence des parties et autres personnes à l'audience. Le greffe. Bonjour, Monsieur le Président. Toutes les parties sont présentes, sauf l'accusé Yengsari. Il est dans la cellule de détention temporaire. Il souhaite renoncer à son droit d'être présent physiquement dans le prétoire. Il en a fait la demande par le biais de son avocat. Cette demande concerne toute la journée. Le document de renonciation a été remis au greffe. Concernant le témoin suivant, TCW 307, il est présent, il attend que la Chambre le convoque dans le prétoire. Le Président. La Chambre est saisie d'une demande présentée par l'accusé Yengsari en date du 6 septembre 2012. L'intéressé entend renoncer à être présent à l'audience. Il demande l'autorisation de suivre l'audience à distance pour toute la journée. Le docteur Koy Samnan, médecin traitant, a examiné ce matin l'accusé au centre de détention. Il a constaté que Yengsari était fatigué, qu'il avait des vertiges et qu'il avait mal au dos. Il a recommandé à la Chambre de permettre à l'accusé de suivre l'audience à distance depuis la cellule temporaire. Étant donné que l'accusé lui-même entend renoncer à son droit d'être présent dans le prétoire compte tenu de son état de santé, dès lors qu'il est mentalement et physiquement apte à suivre l'audience depuis la cellule temporaire, et dès lors qu'il peut communiquer avec sa défense, la Chambre fait droit à cette demande. L'accusé pourra donc suivre l'audience depuis la cellule temporaire durant toute la journée. Service technique, veuillez brancher le matériel audiovisuel reliant le prétoire à la cellule de détention temporaire. La parole va être donnée à la défense de Nguyen Chea pour la poursuite de l'interrogatoire. La défense de Nguyen Chea. Merci. Bonjour. Bonjour, monsieur le témoin. J'espère que vous êtes bien reposé. Avant de poursuivre, j'aimerais soulever un point. J'aimerais qu'il soit donné acte du fait que j'ai mis en application votre proposition. En effet, j'ai examiné la règle 76.7 comme vous l'aviez suggéré. Cette règle dit: l'ordonnance de clôture devenue définitive couvre, s'il en existe, les nullités de la procédure antérieure. Aucune nullité de cette procédure ne peut plus être invoquée devant la Chambre de première instance ou la Chambre de la Cour suprême. Premièrement, ce dont nous avons parlé, notre défense, les motifs de doléance qui ont été les nôtres, ne sont pas le genre de choses que l'on pourrait raisonnablement décrire comme étant des nullités de procédure. Nous parlons de questions de procès équitable, de questions fondamentales. Si mes souvenirs sont bons, aux États-Unis, on parle de substantive due process rights, sans parler du fait que ces questions touchent à la crédibilité des témoins devant cette Chambre. Un exemple hypothétique.
Et je ne dis pas que c'est le cas ici. Mais supposons que dans un procès de droit civil, l'on découvre qu'un enquêteur ait payé un témoin pour déposer. Supposons que ce fait surgisse au procès. Aucun juge en droit romano-germanique ou autre ne considérait certainement que c'est un défaut de procédure. C'est une question de fond qui touche à la substance même des éléments de preuve. Et il faudrait donc en parler au procès. Je ne dis pas que ce genre de choses, le président interrompt. Si je ne m'abuse, si je vous ai donné la parole, c'était pour poser des questions à ce témoin. Ce sont les instructions que j'ai données. Vous n'avez pas reçu la parole pour soulever d'autres questions à votre guise. Vous avez soulevé certaines questions hier pendant l'interrogatoire et la Chambre s'est déjà prononcée. Si vous considérez qu'il s'agit d'une question importante, il vous revient de déposer un document écrit comportant suffisamment d'arguments motivés. En outre, la Chambre vous invite à prendre en considération la règle pertinente du règlement intérieur, 76.7. Il y dit que l'ordonnance de clôture devenue définitive couvre, s'il en existe, les nullités de la procédure antérieure. Il est indiqué qu'aucune nullité de procédure ne peut plus être invoquée devant la Chambre de première instance ou la Chambre de la Cour suprême. Hier, la Chambre s'est déjà prononcée au sujet de l'objection de l'accusation. L'objectif était de ne pas retarder cet interrogatoire et le faire durer plusieurs semaines. C'est pourquoi votre demande, le cas échéant, doit être déposée par écrit. Si vous n'avez pas de questions à poser à ce témoin, la parole sera donnée à d'autres équipes de défense afin de favoriser la célérité de la procédure. La défense, merci. Je sais qu'il y a ici des limitations à la liberté de parole dans ce prétoire. J'ai simplement appliqué votre proposition tendant à prendre en considération la règle 76.7. Le président interrompt. Nous vous avons donné la parole pour interroger ce témoin. Si vous voulez présenter une demande écrite concernant la question que vous avez soulevée hier, il vous revient de le faire. Il vous incombe de tenir compte de tous les éléments pertinents, en particulier la règle pertinente du règlement intérieur. Je le répète, si, selon vous, c'est une question importante et un motif de préoccupation important pour vous, alors tenez compte de la règle pertinente et faites des observations écrites en conséquence. La Chambre vous a signalé quelle était la règle pertinente, et ceci est sans rapport avec l'interrogatoire de ce témoin. Vous ne pouvez pas saisir cette occasion pour soulever des questions qui sont sans rapport avec l'interrogatoire de ce témoin, comme l'a indiqué la Chambre. La défense.
Merci. À nouveau, bonjour Monsieur le témoin, il me reste encore quelques questions aujourd'hui. Ça ne prendra pas trop longtemps. Je devrais en avoir terminé d'ici 1 heure, en tout cas avant la pause matinale, la pause café matinale. Je m'efforcerai de parler très lentement pour mes amis des cabines d'interprétation. Premièrement, revenons sur un point soulevé hier par mon collègue, le major Sonaroun. Je ne veux pas moi-même vous bombarder de questions répétitives, j'essaie simplement d'avoir un peu plus de clarté afin de pouvoir mieux comprendre de notre point de vue. Je vais revenir sur un point soulevé hier par le major Sonaroun. Cela concerne la position, le poste de Nunchea à l'Assemblée des représentants du peuple. Et avant de passer à ma question de suivi, pour mémoire, je répète que Nunchea n'a jamais nié avoir été membre de cette Assemblée. Il a occupé cette position, il a dit à de nombreuses reprises, et il maintient cette position aujourd'hui. Il n'est nullement honteux d'avoir occupé cette position. Je reviens à la question posée hier par mon confrère. Si mes souvenirs sont bons, la question était plus ou moins comment, monsieur le témoin, pouvez-vous être aussi certain que Nunchea était, comme vous l'avez laissé entendre à plusieurs reprises, responsable du peuple? Telle était la question, me semble-t-il, qui vous a été posée. Avant de poser ma propre question, j'aimerais examiner ce que vous avez dit aux avocats des partis civils mardi. Je pense que le mieux est de citer le projet de transcription. Le cas échéant, vous me corrigerez si j'ai déformé vos propos. Il s'agit du projet de transcription de mardi, pages 56 et 57. Je cite, « Quand vous avez été interrogé sur ces documents par les co-juges d'instruction et qu'on vous a demandé pourquoi il y avait une copie envoyée à Nunchea, vous avez dit, je cite, « Nunchea était responsable des services ayant trait au peuple. » Fin de citation. Pourriez-vous expliquer à la Chambre exactement ce que vous entendiez quand vous disiez qu'il était responsable du secteur ayant trait au peuple? Et ici, je continue de citer la partie civile. La question de la partie civile était quelles étaient exactement ses responsabilités, celle de Nunchea? Et vous avez répondu il y a eu une annonce publique comme quoi Nunchea était affecté à l'Assemblée des représentants du peuple et il était également président de cette entité. Donc, en tant que représentant du peuple, il devait connaître les questions qui étaient en rapport avec le peuple et il faisait partie de l'organe suprême chargé de toutes les questions ayant trait au peuple dès lors qu'il en était représentant. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela, avoir répondu cela, quand vous avez été interrogé par la partie civile mardi? Réponse. Oui, je me souviens de ce que j'ai dit. Je l'ai appris suite à une annonce publique, mais pour ce qui est des affaires internes ou des arrangements internes concernant Nunchea, je n'étais pas au courant. Je me suis exprimé en m'appuyant sur ce que je comprenais à l'époque. Comme il était affecté à l'Assemblée des représentants du peuple, cela voulait dire qu'il représentait le peuple. Et donc, tout ce qui était fait dans les bases et qui pouvait avoir une incidence sur le peuple, concernant tout cela, c'était lui, le représentant suprême, qui devait être informé de toutes ces questions, et également pour défendre le peuple. Ce disant, je me fonde sur ma compréhension des choses.
Je ne savais pas que le comité permanent l'avait nommé pour représenter le peuple. Je ne savais pas cela. Je me suis simplement exprimé en me fondant sur ma compréhension des choses. En tant que représentant du peuple, ça devait être lui qui était chargé du peuple dans tout le pays. Et donc, s'il y avait des questions qui concernaient le peuple, ou les conditions de vie du peuple, c'était lui qui devait en être informé. Il s'agit de mon avis personnel. Question. Je reviens à une des premières choses que vous avez dites sur cette annonce publique. Quelle en était la teneur exacte? Est-ce qu'on annonçait seulement que Nunchia était responsable de l'Assemblée des représentants du peuple? Réponse. Ce que j'ai su, je l'ai su en écoutant les émissions de la radio du Kampuchea démocratique, alors que j'étais en train de travailler. J'ai donc été informé de la situation et de l'évolution de la situation dans le pays. Je ne sais plus exactement en quelle année c'était. Cela étant dit, il me semble que c'était en 1976. L'Assemblée s'est réunie pour sa première session et l'on a annoncé qui avait été nommé à tel et tel poste. L'on a annoncé qui était le président du présidium de l'État, qui était le Premier ministre, ainsi que le premier et le second vice-premier ministre. C'est comme ça que j'en ai été informé. Même chose pour l'Assemblée des représentants du peuple. Concernant cette assemblée, on a annoncé que Nunchea en était responsable. Concernant le tribunal, c'était Konjab qui en était responsable. Concernant le présidium de l'État, c'était M. Kyo Sampan qui en était le président. Cette annonce, je ne l'ai pas vue sous forme écrite, mais c'est ce dont je me souviens. Cela remonte à plus de 30 ans et donc je ne me souviens pas de tous les détails. La défense. Pas de problème. Dernière question. Quand ils ont dit que Nunchia était président de l'Assemblée des représentants du peuple, d'après vos souvenirs, ont-ils ajouté quelque chose ou bien ont-ils seulement dit qu'il occupait cette fonction? Si vous vous en souvenez. Réponse. Je ne m'en souviens pas, je n'étais pas au courant. La défense. Merci. Je passe à autre chose. Il s'agit d'un télégramme. Le télégramme 54 dont il a été question plusieurs fois depuis que vous avez commencé à déposer. Je ne vais pas vous poser des questions de fond sur ce télégramme, mais dans l'intérêt de tous, je voudrais relever la cote du document E3/513, télégramme 54. Je crois que tout le monde connaît ce télégramme. Monsieur le témoin, souvenez-vous, c'est un télégramme portant notamment sur des actes d'inconduite immorale allégués, commis avec une femme par un certain Sot. J'ai des questions sur ce que vous avez dit au coprocureur. Est-ce que vous vous souvenez
avoir parlé de ce télégramme portant sur Sot. Réponse. Oui, je m'en souviens. Question. Pour que tout soit clair, peut-être devrais-je citer la transcription, projet de transcription de lundi, le 3 septembre, pages 27 et 28. Je cite la question. Quand on vous a demandé pourquoi ce type de télégramme devait avoir été envoyé à Nuancia, vous avez dit que tout ce qui concernait la situation interne et la violation du code moral devait être porté à l'attention de Nuancia parce que celui-ci était responsable du peuple. Est-ce là un résumé fidèle de ce que vous avez dit, à savoir que les télégrammes de ce type devaient être envoyés à Nuancia? Vous avez dit, à l'époque, je ne pouvais pas le savoir parce que Pong était celui qui était chargé de tout cela. Mais vous m'avez demandé d'analyser cela et sur la base de ce que je savais, si le message devait être envoyé à Nuancia, c'est parce qu'il était responsable des affaires sociales et de la culture. Donc, concernant la violation du code moral, ça devait être l'oncle Nuancia qui était la personne à qui envoyer le message. C'est mon analyse. Fin de citation. Ce qui m'intéresse surtout ici, c'est quand vous dites qu'il s'agit de votre analyse. Cette analyse que vous avez réalisée pour le bureau des coprocureurs a-t-elle eu lieu après les faits, bien plus tard que l'époque à laquelle vous étiez décodeur de télégrammes pour le Cambodge démocratique? Réponse. Ce que vous dites est exact. Concernant la réponse que j'ai donnée au co-juge d'instruction, moi-même, je ne savais pas bien si le message devait être envoyé à Nuancia. Mais, comme j'ai vu une annotation qui disait « Oncle Noun », j'ai donné mon avis aux enquêteurs du BCJ en leur disant que sur la base de mon analyse, le message devait avoir été envoyé à l'oncle Noun. Et ce parce que la teneur du message portait sur les questions de moralité. Cela concernait aussi l'Assemblée des représentants du peuple qui devait être informée de toutes ces questions, à savoir les infractions. En effet, tout individu faisait partie du peuple confié à l'Assemblée des représentants du peuple. C'était mon analyse. Si la Chambre considère que mon analyse personnelle ne saurait être prise en considération en tant qu'élément de preuve, à ce moment-là, j'accepte que cette analyse soit rejetée. Et je tiens à le dire devant la Chambre. Si vous pensez qu'il s'agit de spéculation ou de supputation de ma part et que ce n'est pas la vérité, eh bien, ignorez ce que je dis. La défense. Merci. Pour être bien au clair,
Cette hypothèse se fonde sur deux choses. Le titre de Nunchea et le fait qu'il y ait une mention de l'oncle Nun sur ce document. C'est là-dessus que vous vous fondez pour formuler cette hypothèse, n'est-ce pas? Réponse. Effectivement. J'ai clairement vu cette annotation disant oncle Nun et personne d'autre. La défense. Merci pour ces éclaircissements, monsieur le témoin. Je passe à autre chose. Hier matin, le juge Lavergne vous a présenté plusieurs télégrammes portant sur toutes sortes de thèmes. Est-ce que vous vous en souvenez? Je pense que ça a pris la première partie de la matinée, avant la pause café. Réponse. Je ne me sens pas très bien et donc je ne me souviens plus à quelle heure des questions m'ont été posées. Veuillez poser des questions directes. La défense. Désolé de ne pas vous avoir demandé si vous vous sentiez bien. Est-ce que vous êtes à même de continuer? Ça va? Réponse. Ça va, mais je vous demanderai de poser des questions claires et directes pour que je puisse répondre. La défense. Je le ferai. Le juge Lavergne est la personne qui est à la droite du président, la deuxième personne à sa droite, et hier matin, il a examiné avec vous plusieurs documents. Est-ce que vous en souvenez? Ça, c'est ma première question. Réponse. De quel juge parlez-vous? Est-ce un juge international ou un juge cambodgien? A foreign judge, a French judge, Judge Le juge Lavergne, c'est lui, il a des lunettes et il est à deux. C'est deux juges après le président. Et il est très grand. Réponse. Oui, je me souviens. Je ne me souviens pas de tous les détails de la conversation. Peut-être puis-je suggérer à la Cour, il me serait très utile si l'huissier d'audience pouvait me remettre les documents. Comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup de documents et j'ai peine à les différencier. Et je ne me souviens pas qui m'a remis lequel et à quelle occasion. J'ai un peu de difficulté à faire la part des choses. Le président. Monsieur le témoin, si vous ne vous en souvenez pas, vous n'avez qu'à le dire et vous n'avez pas à vous attarder là-dessus. La première question. Enfin, vous pouvez répondre à la première question, c'est-à-dire si vous vous souvenez d'avoir répondu aux questions du juge. Mais pour ce qui est du fait, vous ne vous souveniez pas de tous les documents qu'on vous a remis, c'est le cas sans doute pour toutes les parties ici. Le témoin. Merci, Monsieur le Président. Je ne me souviens pas de tout. Maître Yanouti, moi non plus, je vous assure. Vous avez répondu à quelques questions qu'on vous a posées sur ces documents. Ce n'est pas tant le contenu des textes qui m'intéresse. Il y avait 10 à 12 documents. Chacun de ces documents était un télégramme. Et alors que le juge Lavergne vous posait des questions sur chacun de ces télégrammes,
il a mentionné que Nuon Chea, entre autres, faisait partie de la liste de copies de distribution. Vous vous en souvenez-vous? It's fine if you don't. Et ce n'est pas grave si vous avez oublié. Réponse. Sur le sujet des copies carbone. D'habitude, dans tous les documents qui étaient copiés, il y avait oncle, puis oncle Nuon Chea. Après oncle numéro 1, Nuon Chea venait en second. Oncle Nun, suivi d'oncle Van. Et c'était l'ordre qu'il fallait suivre. Donc, oncle Van ne pouvait venir avant oncle Nun, et oncle Nun n'aurait pu venir avant Pol Pot. Comme je l'ai dit au tribunal hier, au sujet des copies carbone, il fallait faire copie à oncle, qui était oncle Pol Pot, suivi de Nuon Chea, qui était le deuxième. Le troisième était oncle Van, suivi de Van, Kieu. C'était l'ordre qu'il fallait suivre. Pour l'envoi de copies des télégrammes. Et après, il y avait les archives. Thank you, Mr. Insight. Sometimes I have a hard time getting my head around. Maître Yanouti, je vous remercie. C'est vrai que ça me prend un certain temps pour bien saisir. Je vous remercie d'avoir répondu. La question que je voulais savoir, c'était autour des limites de vos connaissances. Vous souvenez-vous de cette conversation que nous avons eue, vous et moi, hier? Nous avons parlé des limites de vos connaissances. C'est ma première question. Oui, je le reconnais. Vous savez sans doute qu'à mon niveau, j'avais des connaissances générales comme tout le monde, mais je ne connaissais pas nécessairement les organisations internes du comité permanent. Maître Yanouti. Merci. Je laisserai cela pour l'instant et j'y reviendrai. J'aimerais passer rapidement à un autre sujet. J'aimerais parler de certaines communications vers ou provenant de Nuon Chea ou de votre déposition sur certains messages qu'aurait reçus ou envoyés Nuon Chea. Les premières transmissions, c'est quelque chose que vous avez dit mardi aux avocats des parties civiles. D'après ce que vous leur avez dit et ce que vous avez dit à mon confrère Sonaroun hier. Dans le cadre de vos fonctions comme décodeur de télégrammes, vous n'avez traité qu'un seul message de Nuon Chea. Et en 1977, c'était une invitation à une réunion de l'Assemblée des représentants du peuple. N'est-ce pas? Réponse. En effet, c'était une fois. Il y avait une autre fois. Je ne me souviens pas de la date. Une sécheresse ou un cataclysme quelconque affligeait le peuple cambodgien, catastrophe. Et
On m'a demandé de préparer un télégramme pour donner des instructions concernant la famine. À l'époque, les autorités locales étaient confrontées à des catastrophes naturelles. Et il y avait signature de l'oncle Noon. C'était le seul cas. Maître Inuti, je vous remercie. Si l'on pouvait demeurer sur ce sujet un moment. Si j'ai bien compris, il y avait des inondations, vous avez dit, au niveau local. Et les dirigeants voulaient régler ce problème. Et donc, le document portait la signature de Nuon Chea. Est-ce bien ce que vous avez dit? Réponse. Ce n'était pas pour régler le problème de l'inondation, mais c'est que l'inondation avait détruit les récoltes et donc il faut donner des recommandations au peuple sur la façon de pallier ce problème. Il a notamment encouragé les gens à semer et à exhorter les cadres à aller voir le peuple et les encourager à semer à nouveau. C'était ses recommandations. Et le document portait une signature. C'était celle de Nuon. Maître Inuti. Je vous remercie. J'aimerais maintenant parler d'un message envoyé à Nuon Chea. D'après ce que vous avez dit aux avocats des partis civils mardi, vous avez dit qu'à l'époque où vous étiez décodeur de télégrammes, vous avez dit, je crois que vous n'avez vu qu'un seul télégramme qui touchait un acte d'inconduite morale. Il s'agit du télégramme 54 où on parle de sot. Et vous avez dit que c'était le seul cas d'inconduite morale que vous ayez vu. Est-ce exact? Réponse. Au niveau du secteur, sous Saroun, il n'a fait rapport que de cet incident. Maître Inuti, je vous remercie. And now, if we could turn perhaps to one of your statements. J'aimerais poser quelques questions sur vos déclarations au co-juge d'instruction. Je fais ici référence au document E3, barre 67. Il s'agit du procès verbal d'audition du 28 mars 2009. And we've been discussing this document. Nous avons parlé de ce document au cours des derniers jours. Vous souvenez-vous de ce document? Vous souvenez-vous de cette audition dont nous avons parlé? Il s'agit de votre deuxième entretien avec les co-juges d'instruction. Réponse, non, je ne m'en souviens pas. Maître Inuti, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Et vous citez l'extrait qui m'intéresse. Il s'agit donc du document E3 barre 67, 28 mars 2009. Je suis à la page 8 de l'anglais, en anglais 00 48 39 70, en khmer 00 29
45 42 et en français 00 37 49 37 à 38. Permettez-moi donc de citer votre réponse à la question qu'un des enquêteurs vous a posée. Je ne sais pas si à chaque endroit on faisait des rapports raisonnables sur la situation, car certains télégrammes rapportaient que les conditions de vie de la population s'étaient améliorées. Mais je ne savais pas que les gens mangeaient du gruau. Je l'ai su de la part de mes amis qui sont allés chez eux et qui sont revenus et qu'ils étaient très tristes de voir que dans la base, les gens étaient pauvres, que les gens n'avaient pas assez de nourriture, que les parents n'avaient pas assez à manger, que la radio en diffusait que notre pays était abondant et on faisait un grand bond en avant extraordinaire. Pendant la période du Kampuchea démocratique, on diffusait ces informations et j'étais heureux de savoir que les gens avaient de bonnes conditions de vie, qu'il y avait des canaux, mais la réalité était bien différente de ce qu'il y avait annoncé à la radio. Parfois, quelqu'un voulait maintenir la face pour lui-même et faisait rapport en disant que tout allait très bien, mais dans certains endroits, il y avait de véritables rapports aussi. Do you remember giving that answer to the OCIJ investigator? Vous souvenez-vous d'avoir donné cette réponse aux enquêteurs et qu'aux juges d'instruction? Réponse oui, je m'en souviens et je maintiens ce que j'ai dit. La défense. Permettez-moi de vous poser quelques questions là-dessus. À la lecture de votre réponse, il me semble que vous-même, au bureau des télégrammes pendant le Kampuchea démocratique, n'aviez pas une idée claire de ce qui se passait dans les bases. Et que cela était dû au fait que des rapports en provenance des bases étaient incorrects. Est-ce là une bonne façon de décrire votre position? Réponse. J'ai déjà dit à la Cour que je ne savais pas quelle était la situation dans les bases. J'ai demandé à mes collègues qui sont rentrés chez eux en visite et ils m'ont dit que dans certaines bases, il y avait de bons dirigeants et qu'il y avait assez à manger. Alors que dans d'autres, les dirigeants étaient moins bons et qu'il fallait y manger du gruau là-bas. Et c'était la réalité sur le terrain. La défense. Je vous remercie. Et dernier point, j'aimerais répéter ce que vous avez dit aux enquêteurs. Parfois, je cite, parfois au compte de l'intérêt personnel, on faisait des rapports positifs. Pouvez-vous nous dire ce que vous entendiez par cette phrase? Que quelqu'un voulait... Quand vous dites que quelqu'un voulait garder la face. Réponse. Cela signifie que des gens veulent s'accorder un certain crédit. Ils veulent être, par exemple, promus. S'ils travaillaient au comité du secteur, peut-être souhaitaient-ils être promus au comité de la zone, ou au comité central, ou même au comité permanent. C'est l'avarice de certaines personnes qui voulaient se
s'accorder un certain crédit. C'est fondé sur mon analyse. J'ai lu certains rapports où il était indiqué que la récolte de riz était de 3 tonnes par hectare, alors que dans d'autres endroits, c'était 5 tonnes par hectare. Et dans d'autres rapports, il était même indiqué qu'on avait 10 tonnes cubes de récolte. Et si c'était le cas, eh bien pourquoi les gens mourraient-ils de faim? C'était ma conclusion personnelle de la situation. Et j'entends votre question. Selon ma propre analyse, je pense que certaines personnes ont sans doute voulu s'attribuer un certain mérite et donc ont édulcoré leur rapport et ont indiqué dans leur télégramme que les gens avaient de bonnes conditions de vie, qu'il y avait du progrès là où ils étaient, alors qu'en réalité, ce n'était pas le cas. Et qu'il n'y avait pas assez de nourriture et que les gens n'avaient même pas assez de vêtements. J'ai aussi remarqué qu'à l'occasion, l'Ankar faisait des distributions de vêtements et d'autres fournitures. C'est M. Khieu Sampan qui avait donné l'ordre que ces équipements et ces vêtements soient distribués, mais malheureusement, sur le terrain, les gens n'avaient pas accès à ces fournitures ou ces vêtements. Par exemple, si le centre envoyait des machines à coudre, parfois elles étaient cassées ou mal entretenues, et donc n'étaient pas bien utilisées. Et c'est ainsi que l'on pouvait voir tant la vie miséreuse des gens, mais aussi l'incompétence des cadres locaux. Thank you very much, Mr. Witness. That was a very interesting answer. Maître Yanoutsi, une réponse très intéressante. Je vous remercie. Toujours sur ce document E3/67, j'ai la page 12 de l'anglais. Il s'agit de l'URN, donc en anglais 0048 39 74. En khmer 00 29 45 46. Et en français 00 37 49 41. Permettez-moi de citer donc une réponse que vous avez donnée à une question sur ce qui était de l'imposition de sanctions et d'enquêter. L'Ankar avait donné l'ordre qu'il ne fallait pas faire de mal, qu'il ne fallait pas toucher la population. Et comme vous le savez, des fois, quand on tire un obus, on atteint la cible, et des fois, on ne l'atteint pas. Et il était inévitable des fois qu'elle explose un peu partout et qu'il était inévitable qu'elle cause la mort et la blessure. J'aimerais donc savoir, votre réponse signifie-t-elle que parfois des gens ont été touchés, ce que l'on appelle par des dommages collatéraux, autrement dit des conséquences accidentelles de ce que l'on pourrait considérer comme une activité militaire légitime? Mr. President, we would... Le procureur, Monsieur le Président, nous nous opposons à la question, à moins que mon savant confrère puisse établir les fondements qui lui permettent de poser cette question, chercher à obtenir des... Plutôt, on a posé la question au témoin. Le témoin a indiqué qu'il n'était pas allé dans les bases et qu'il n'avait pas observé d'opération militaire. On me corrigera si je me trompe, mais j'inviterai mon confrère à établir les fondements qui lui permettent de poser la question d'abord et de s'assurer que le témoin a les connaissances nécessaires pour répondre à la question, puis ensuite suivre cette étape, passer à la prochaine étape, la défense. Je suis tout à fait d'accord et je regrette de ne pas l'avoir fait. Monsieur le témoin, laissez-moi vous poser, ou plutôt laissez-moi répéter
cette citation. Lorsque l'on faisait des tirs d'obus, des fois on frappait la cible et parfois elle ne touchait pas la cible. Des fois il y avait des éclats et il était inévitable que cela cause la mort et des blessures. Donc la première question que j'aurais dû vous poser était: quelles sont les connaissances qui vous a poussé à dire cela? Réponse. J'ai déjà expliqué à la Cour que je ne connaissais pas la situation dans les bases. Je ne sais pas s'il y avait des tirs d'obus et si des civils avaient été tués. Donc, ce que j'ai dit qui n'était pas de connaissance directe, c'était de la spéculation de ma part et je conseille à la Cour de retirer mes déclarations, à moins qu'elles aient été validées, car ce n'était pas un portrait fidèle de la réalité. Le témoin, la défense. Merci, monsieur le témoin. Simplement pour prévenir mes confrères, il me reste à peu près 3 questions et j'aurai terminé. Monsieur le témoin, l'autre jour, vous avez dit pendant votre déposition que vous seriez ravi, je crois que c'est le mot que vous avez dit, vous seriez ravi de revenir au prétoire pour déposer sur certains auteurs étrangers de crimes au Cambodge. À qui pensiez-vous lorsque vous avez dit cela? Le procureur. Une fois de plus, Monsieur le Président, le Président interrompt. Monsieur le témoin, veuillez attendre. Monsieur le procureur, allez-y. Le procureur, nous nous opposons à cette question. Nous ne voyons pas en quoi cette question est tout à fait pertinente. Nous ne voyons pas en quoi les opinions du témoin, des procès ultérieurs potentiels et toute déposition potentielle lors de ces procès, nous ne voyons pas en quoi cela est pertinent pour ce procès. Maître Yanouzi. Ma réponse brève sera que si ce témoin sait que des crimes ont été commis soit pendant la période du Kampuchea démocratique ou dans la période précédente par des auteurs étrangers, c'est tout à fait pertinent pour plusieurs des questions que nous souhaitons voir débattues dans le cadre de ce procès. Donc je vais reformuler ma question. Voir s'il m'est possible d'établir les sources des connaissances du témoin et procéder de cette façon. Monsieur le témoin, vous l'avez dit au passage. Peut-être serait-il mieux que vous nous expliquiez de quoi vous parliez pour que nous sachions comment traiter ces informations que vous avez. Avez-vous des connaissances directes de crimes commis par des étrangers au Cambodge, soit sous le Kampuchea démocratique ou peu avant la période du Kampuchea démocratique? Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre. Le président, le témoin n'a pas à répondre à cette question. Cette question est dénuée de pertinence pour les faits allégués. La défense. Merci, Monsieur le Président. Je vais passer à ma prochaine question. Monsieur le témoin, au cours des derniers jours, on a beaucoup parlé de bureaux, commençant par K1, K18, tous ces différents cas sur cet organigramme que vous aviez préparé pour les enquêteurs du bureau des juges d'instruction. Toujours sur le sujet des cas, j'aimerais savoir si vous, comme citoyen cambodgien, connaissez l'opération K5 et le plan K5 qui a été mis en œuvre dans ce pays peu après
la chute du Kampuchea démocratique. Connaissez-vous le plan K5? Le procureur. Monsieur le Président, Monsieur le témoin, veuillez attendre. Le procureur, vous avez la parole. L'accusation. Une fois de plus, Monsieur le Président, nous nous opposons à cette question, tout comme nous l'avons déjà fait. Les événements qui se sont produits après la chute du Kampuchea démocratique, à moins qu'il y ait un lien direct sur des témoignages que vous avez entendus, ces questions sont tout simplement dénuées de pertinence et ne sauraient procéder. Maître Yanouti, je vous remercie et comme je l'ai dit à plus d'une reprise, la question des morts qui ont eu lieu en masse pendant les années 80 ont été attribuées à tort au Khmer Rouge. C'est une question dont nous avons saisi la Chambre, que nous avons soulevé à plus d'une reprise, et nous sommes d'avis que c'est tout à fait pertinent. Je suis d'avis que cette question est tout à fait légitime. Je pense toutefois présumer votre réponse, Monsieur le Président. Le Président. L'objection et ses motifs sont valables. Cette question n'est pas pertinente pour les faits allégués dans l'affaire en espèces. Le témoin n'a pas à répondre à cette question. La défense. Je vous remercie, Monsieur le Président. Il me reste une question à poser. Merci, Monsieur le témoin. Je vous remercie de votre patience. C'est ma dernière question. Vous êtes quelqu'un qui est spécialisé en secrets, énigmes. Pendant de nombreuses années, vous avez travaillé là-dessus. Peut-être pouvez-vous m'aider, moi et la Chambre, à comprendre la signification d'une phrase avec laquelle j'ai eu des difficultés. Et on m'a dit que cette phrase est un code secret, c'est-à-dire un recours ambigu à la langue utilisée par certaines personnes au pouvoir dans ce pays pour utiliser leur pouvoir de façon subtile. Et la phrase à laquelle je fais référence va comme suit. Le chien aboie, la caravane passe. Je comprends très bien la signification littérale de ces mots et je pense que je peux comprendre le sens général de la phrase, mais je pensais que, comme vous êtes expert en décodage, peut-être pourriez-vous nous faire comprendre une signification plus cachée de cette expression, surtout lorsqu'elle est employée par quelqu'un, par exemple, comme Kukanarit. Would you have any? Pouvez-vous m'aider à comprendre? Veuillez attendre avant de répondre. Mon confrère, mon collègue demande la parole. Le Président. Témoin, veuillez attendre. La parole est à l'accusation. Le coprocureur. Objection, à nouveau. C'était la dernière question. Je dirais que les commentaires du témoin sur les propos d'autres personnes n'ont rien à voir avec le Kampuchea démocratique. Ceci est dénué de pertinence et ne devrait être autorisé. La défense. Comme toujours, notre position, c'est que les déclarations publiques, explicites, implicites ou autres, faites par des responsables du gouvernement, pourraient ou non être des tentatives d'influencer ce procès, et cela est pertinent pour les questions déjà bien connues. Je ne vais pas donc m'étendre là-dessus. C'était effectivement ma dernière question. Merci beaucoup de votre patience, monsieur le témoin, hier et aujourd'hui. Bonne chance à vous, merci. Le Président. L'objection telle qu'elle a été motivée est retenue. Témoin, vous n'avez pas à répondre à la dernière question posée par la défense de Nuon Chea. À présent, la parole est à la défense de Ieng Sary pour l'interrogatoire du témoin. Maître Carnavas. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, monsieur le témoin. Je m'appelle
Michael Carnavas, avec Maître Angoudom, nous représentons M. Yengsari. Je reviens à l'époque de votre premier entretien. Il s'agit d'un document déjà examiné hier, E3/64. À la toute première page, on peut voir que l'audition a commencé le 18 février 2009 et qu'un enquêteur cambodgien et un enquêteur étranger étaient présents. Est-ce que vous vous en souvenez? Réponse: oui. Question: à la deuxième page, dont je donne les ERN, en khmer 00 32 80 22 et 23, en français 00 41 16 93 et en anglais 00 33 40 43. Nous avons ici plusieurs cases et il est indiqué qu'on vous a informé que l'audition serait enregistrée ou filmée. Vous souvenez-vous qu'on vous a annoncé cela? Réponse: il est mentionné que j'ai été informé que l'audition serait enregistrée ou filmée. Effectivement, on m'en a informé. Mais l'enregistrement audio ou vidéo n'a pas commencé tout de suite. Mais seulement au début de l'audition. On m'a annoncé cela avant le début de l'enregistrement. Question: nous voyons que l'audition a commencé à 9 h du matin, mais nous allons bientôt vous faire passer un enregistrement sonore pour bien comprendre à quel moment exactement l'audition a commencé. Je vais vous poser des questions là-dessus. Sous ces cases, ou parmi ces cases qui ont été cochées, il est indiqué qu'on vous a informé de vos droits. Il est aussi indiqué que vous avez prêté serment avant de déposer. Vous souvenez-vous avoir prêté serment? Réponse: oui, je me souviens avoir prêté serment. Question: vous avez été informé de vos droits. L'a-t-on fait avant de commencer l'enregistrement, autrement dit, avant que vos propos ne commencent à être enregistrés, ou bien est-ce que cela a été fait après que vous aviez commencé à parler et à être enregistré? Réponse: ils m'ont informé de mon droit à ne pas faire de déposition risquant de m'incriminer. Question: un point technique. Dans une des cases, concernant les langues étrangères,
il est indiqué que vous avez déclaré être incapable de lire ou d'écrire d'autres langues. Vous souvenez-vous avoir coché cette case? Réponse. Comprendre un petit peu une langue, cela ne suffit pas à des fins officielles, c'est pourquoi j'ai dit être incapable de lire et d'écrire d'autres langues. Question. C'est donc la raison pourquoi, par la suite, durant votre audition, vous avez dit que quand vous avez commencé à donner cours aux enfants, vous enseignez le français et l'anglais. Vous aviez certaines connaissances limitées, et avec ces connaissances, vous donniez cours aux enfants, mais dans le cas de cette audition, vous ne connaissiez pas suffisamment ces langues. Réponse. Je n'enseignais pas la pratique parlée du français ou de l'anglais. J'enseignais aux enfants certaines connaissances rudimentaires des caractères latins, par exemple la lettre A, la lettre B. En anglais, la lettre A se prononce A, etc. Ce n'était pas proprement parlé un cours de langue. Question. À la toute dernière page. Nous voyons qu'une copie du document écrit vous a été remise et que le document vous avait été lu et que vous n'avez formulé aucune objection avant d'y apposer votre signature. Réponse. Effectivement. Je me souviens qu'on m'a donné lecture de ma déclaration. Après cela, comme j'ai constaté que ça correspondait avec ce que j'avais dit, j'ai signé. Question. Nous voyons que la date, c'est le 27 mars 2009. Environ 5 semaines après la déclaration et la veille du jour où vous avez fait votre deuxième déclaration. Est-ce exact? Réponse. Je ne vois pas à quel moment l'entretien a commencé. Le président, Maître Carnavas, vous avez posé des questions aux témoins. Est-ce qu'elles sont en rapport avec des faits reprochés à votre client? Réponse. C'est le témoin, ou plutôt la défense, c'est le témoin qui a déposé et il va présenter des éléments sur lesquels vous allez vous appuyer. Dans le passé, j'ai soulevé des questions relatives aux déclarations et l'accusation a dit que le moment était venu d'examiner ces questions. Effectivement, c'est en rapport avec ce dossier. Si vous me laissez 5 minutes, vous comprendrez. Premièrement, je veux m'assurer que le témoin reconnaît avoir signé ce document 5 semaines après l'entretien. Si l'on prend le deuxième entretien, le président interrompt. La Chambre vous a posé une question.
Avez-vous jamais lu ces déclarations pendant la phase d'instruction? Maître Carnavas, c'est à moi que vous demandez cela? Si j'ai lu ces documents? Oui, je les ai lus. Il y en avait des milliers. Mais la question est de savoir si j'ai eu le temps d'examiner l'ensemble de toutes les transcriptions, de toutes les cassettes. Et la réponse, c'est non, pas du tout. Il y a une meilleure question. C'est de savoir si tous les juges ont eu l'occasion de tout lire. Et la réponse est non. C'est physiquement, humainement impossible. Mais dans le cadre de la diligence raisonnable, nous devons explorer ces questions. La question est de savoir si cette déposition faite aujourd'hui se fonde sur ses souvenirs de l'époque ou bien sur des événements qui sont intervenus pendant l'entretien lorsqu'on lui a montré les documents. Et nous verrons que certaines choses qu'il a dites et qui ont été enregistrées, le président interrompt. Je vous renvoie à la règle 76 du règlement intérieur concernant les requêtes en nullité pour vice de procédure. Il est indiqué que si une partie veut requérir l'annulation d'un acte de procédure, il faut se pourvoir en appel devant la chambre de préliminaire. Les co-juges d'instruction peuvent accepter ou non la demande en annulation. Et cela doit se faire avant l'ordonnance de clôture. Et ceci est susceptible d'appel en application du règlement intérieur. Concernant l'alinéa 7, il est question des modalités à suivre en cas de nullité de procédure. Il est indiqué qu'aucune nullité de procédure ne peut être invoquée devant la Chambre de première instance ou de la Cour suprême. Les questions posées aux témoins doivent être en rapport avec les faits reprochés à l'accusé. C'est un rappel, maître. La défense. Je m'oppose à ceci. Ce que vous laissez entendre, c'est que nous ne pouvons pas contester la déposition du témoin. C'est ça que j'entends. Vous nous privez de l'exercice de ce droit. Je ne demande pas l'annulation de la procédure. L'un des juges peut penser que c'est ce que je fais, mais ce n'est pas le cas. Ce que je fais, c'est de montrer que des choses ont été dites aux témoins et qui ont été enregistrées et qui ne se retrouvent pas dans le document. Il y a aussi des parties de l'enregistrement qui montrent que le témoin a parlé avec l'enquêteur la veille. Ces deux enquêteurs sont les mêmes que ceux qui ont procédé impliqués dans autre chose. Et nous savons à présent que l'enquêteur cambodgien a une relation familiale avec un membre cambodgien du bureau des coprocureurs. Je veux donc pouvoir examiner cela. Je veux parler de ce qui s'est produit la veille. Est-ce qu'on lui a montré des documents? Combien de temps l'entretien a duré? Pourquoi est-ce qu'il y a eu un enregistrement sonore du premier entretien? Est-ce que c'était une répétition? Si l'on veut assurer la transparence, le président interrompt. Ça suffit maintenant.
Le président. Le juge Lavergne va donner la réponse de la Chambre à cette question. Je vous en prie. Maître Carnavas, la Chambre tient à rappeler un certain nombre d'évidences. Tout d'abord, l'instruction judiciaire qui a précédé ce procès est une instruction qui a duré des années. Au cours de cette instruction, les actes d'instruction ont été versés au dossier. Ils ont été accessibles aux équipes de la défense et aux accusés. Toutes les questions que vous avez posées jusqu'à maintenant sont des questions qui sont fondées sur les procès-verbaux d'interrogatoire. Toutes les indications y figurent. Ces indications-là, elles étaient parfaitement accessibles, tant pour vous que pour n'importe quel autre membre de l'équipe de la défense des accusés. Si le président a rappelé à nombreuses reprises la règle qui veut que les exceptions de l'unité doivent être déposées avant l'ordonnance de clôture, c'est pour une raison précise. Il n'est pas question ici que nous refassions l'instruction de l'instruction. J'ajouterai aussi que, en ce qui concerne les enregistrements sonores des auditions, ces enregistrements sonores existaient bien évidemment en khmer. Il n'y avait pas de transcription et non plus de traduction dans les langues anglaises ou françaises. Néanmoins, chaque équipe des accusés comporte des avocats cambodgiens et chaque avocat cambodgien avait la faculté d'écouter, s'il le souhaitait, ces enregistrements audio. Alors, il y a quand même des interrogations à se poser. Et que faisaient les avocats de la défense au cours de ces nombreuses années d'instruction? Et ça, c'est peut-être des questions que vous avez vous poser vous-même. La Chambre souhaiterait en tout état de cause que nous puissions aborder des questions de fond et nous souhaiterions que les questions concernant l'instruction ne soient pas répétitives. Nous avons déjà été saisis de demandes écrites où ce même type de problème a été soulevé. La Chambre va y répondre, mais je pense que nous avons suffisamment entendu de choses à ce sujet pour que nous passions à d'autres sujets. Maître Carnavas, j'aimerais faire passer la bande numéro 1 et la bande numéro 4. With the court's permission. Si la Chambre m'y autorise. Le président. Maître, pourriez-vous répéter? Nous n'avons pas entendu la traduction en khmer. Maître Carnavas, j'aimerais à présent faire passer la cassette numéro 1, partie numéro 4. Ici, je ne parle pas de la phase d'instruction. Cela concerne cette déposition. Je suppose que nous sommes là pour faire la vérité. Nous allons voir, en écoutant cette cassette, que l'on dit « J'aimerais que vous nous racontiez un peu votre vie comme vous l'aviez indiqué hier ». Autrement dit, la veille, il a été informé de ses droits, il y a eu un enregistrement, on l'a interrogé, ça a été enregistré, il y a eu un entretien. Quels sont les documents qui lui ont été montrés? Combien de temps l'entretien a duré? Où a-t-il eu lieu? J'ai le droit de poser toutes ces questions. Si non, je vais faire des observations et je vais aussi présenter les questions que j'aurais posées pour arriver à la vérité, car apparemment la Chambre
n'est pas intéressé à trouver la vérité, car ces questions sont essentielles pour déterminer le poids éventuel à accorder à la déposition faite par ce témoin dans le prétoire. Parce que partiellement, cette déposition porte sur ses déclarations, car parfois il doit y faire référence. À plusieurs reprises, il nous a dit qu'il revenait sur ce qu'il avait affirmé auparavant. Auparavant, il a dit avoir signé en souscrivant au contenu du document. S'il a signé sous serment et qu'il a souscrit au contenu, soit il a mal compris, soit quelqu'un l'a fait pour lui, soit on lui a suggéré de le faire. Mais ce sont le genre de choses que j'ai le droit d'examiner. J'ai le droit d'examiner les raisons. Car si l'on me demande ce que mon équipe et moi avons fait ces 4 ou 3 dernières années, eh bien je vous rappelle ceci. C'était la première affaire de ce type au Cambodge. Et il y a toutes sortes de questions de droit qui devaient être examinées. Dans le cas contraire, nous y aurions renoncé. Et ce que nous demandons pâlit en comparaison avec l'armada romaine que constitue l'équipe de l'accusation. J'ai donc le droit d'explorer ces questions, car cela vous aidera à déterminer le poids accordé à la déposition de ce témoin. Je n'attaque pas le bureau des co-juges d'instruction, même si ça peut sembler le cas. Effectivement, j'ai déposé une 3e demande d'acte d'instruction concernant les modalités, en demandant quelles avaient été les modalités suivies pour les entretiens. Comment est-ce que les éléments à décharge étaient consignés? Quel était le modèle adopté? Nous n'avons jamais reçu aucune réponse. Si nous avions reçu une réponse, peut-être qu'on ne serait pas ici maintenant. Mais à mes yeux, cette cassette pourrait aider le témoin à nous dire combien de temps l'entretien a duré la veille. Moi, je n'y étais pas. Personne n'y était. Seulement, ce témoin y était avec les 2 enquêteurs qui, dans des conditions semblables, ont participé à cet entretien. Le président, la parole est à l'accusation. L'accusation, merci. J'essaierai d'être bref. Mais il faut rectifier le tir à plusieurs égards. Mon confrère a parlé de milliers de déclarations. Comme les juges le savent, ce n'est pas vrai. Au début, on a mentionné des milliers de documents. En fait, il y a eu 943 PV d'audition déposés sur une période de 3 ans. Il ne s'agit sûrement pas d'une charge de travail insurmontable pour une équipe d'avocats. L'on sait également que les ressources dont disposent les coprocureurs correspondent plus ou moins à celles de la défense. Concernant, à présent, l'adéquation d'une instruction. Question soulevée par mon confrère. J'ai pris note des instructions de la Chambre et j'aimerais ajouter ceci. Cette déclaration a été déposée le 15 septembre 2009, soit plusieurs mois avant la clôture de l'instruction. Le texte était disponible. Parmi ces plus de 900 PV d'audition, il y a un petit nombre qui porte sur les actes et la conduite de l'accusé. On aurait pu penser que la défense aurait prêté attention à ces documents-là, car ils étaient particulièrement intéressants pour la défense. La défense n'a pas soulevé ces questions, n'a pas soulevé de questions d'incohérence. Il n'y a pas eu de demande d'actes d'instruction de suivi qui ont été faites, alors que la défense aurait pu le faire en cas d'incohérence. Et maintenant, voilà que la défense, 3 ans après les entretiens, soulève ces questions. La défense ne le fait pas de bonne foi, à notre avis, et en toute déférence. Par ailleurs, nous rejoignons la défense pour dire
que s'il y a des incohérences graves, que s'il y a des questions légitimes concernant la crédibilité d'un témoin, à ce moment-là, nous sommes d'accord pour dire qu'il faudrait laisser à la défense une certaine marge de manœuvre pour revenir sur les déclarations antérieures et les transcriptions. Mais ces derniers jours, tout ce que nous avons entendu, ce sont des dépositions cohérentes et convaincantes de ce témoin, lequel s'est employé à être précis dans ses réponses et à apporter des précisions lorsqu'il pensait qu'il était sur le point de faire de la spéculation. C'est une question de degré. Pour nous, cette tentative de créer artificiellement une controverse qui n'existe pas ne devrait aboutir en l'espèce. Nous soutenons les droits de la défense à tester les preuves. C'est une question de degré. En l'occurrence, ils ont dépassé le seuil de ce qui était légitime. Et notre confrère devrait à présent parler des incohérences prétendues, entachant ses déclarations et tester le témoin à ce sujet. Le président. Le moment est opportun pour la pause. Nous allons donc marquer une pause de 20 minutes, jusqu'à 11h moins 10. Huissier d'audience, veuillez montrer au témoin là où il peut se reposer et vous assurer qu'il soit de retour au prétoire avant la reprise des débats. L'audience est interrompue. សូមអញ្ជើញក្រោកឈរ